Bonjour à tous, bienvenue à vous pour ceux qui sont d'ici et pour ceux qui sont d'ailleurs. Bonjour et bienvenue Monique Pinson-Charlot. Nous sommes très heureux et heureuses de vous accueillir ici et merci beaucoup de vous accorder de notre temps, de votre temps. Nous sommes du coup ici à la cafétéria de l'école d'architecture de Paris-La Villette pour une discussion avec vous dans le cadre de tables rondes organisées par des étudiants de l'école. Et donc tout le semestre, les étudiants organisent des cycles de tables rondes qui sont sur les thèmes d'actualité politique et comment questionner notre rôle d'architecte dans ces actualités. Et donc aujourd'hui, c'est un événement hors format parce que c'est une discussion qui n'est pas une table ronde, mais juste avec vous. Je vais vous présenter... Non, malheureusement, il n'est pas là. Je vais vous présenter pour que tout le monde puisse prendre connaissance de qui vous êtes, même si je pense que beaucoup de gens ont déjà entendu parler de vous. Vous êtes une sociologue française, vous avez été directrice de recherche au CNRS, rattachée à l'Institut de recherche sur les sociétés contemporaines. Je vais te tutoyer parce qu'on s'était dit ça. Tu es partie à la retraite en 2007, ce qui t'a libéré de ton devoir de réserve et qui t'a permis de prendre plus position au niveau politique, même si quand vous étiez rattaché à l'université, vous preniez déjà position. Durant ta carrière, vous avez eu à travailler en collaboration principale avec ton mari, Michel Pinson, qui était sociologue. Ensemble, vous avez coécrit la majeure partie de vos ouvrages qui traitent des classes supérieures de la société. C'était un sujet jusqu'ici peu traité en sociologie, en particulier quand on parle de grande bourgeoisie parisienne. Vous avez étudié les classes supérieures à travers des concepts tels que la ségrégation urbaine, les rapports de domination, les violences de classe ou encore la reproduction sociale. Parmi les livres que vous avez écrits ou coécrits, que certains doivent connaître ici, en 89, vous avez publié Dans les beaux quartiers, puis Voyage en grande bourgeoisie, Les ghettos du Gotha, le président des ultra-riches, en 2023, Le méprisant de la République. Et puis le mois dernier, vous avez sorti un nouveau livre, qui est un reportage photographique que vous avez fait avec Gwen Dubourg-Toumieux, qui parle du séparatisme des riches et de leur entre-soi. La discussion va se faire en deux parties, jusqu'à 20h. On va, dans une première partie, retracer avec vous les enseignements qu'on a en cours de sociologie, en école d'architecture. On va suivre un fil rouge qui serait le déroulé d'un cursus d'un étudiant en architecture à l'école de la Villette. Donc on va suivre au fur et à mesure des années les sujets qu'on aborde en sociologie en école d'architecture. Le but, c'est de pouvoir parler avec vous et d'avoir votre avis pour expliquer ou éclairer des sujets qu'on aborde dans cette école. Et puis dans un deuxième temps, je vous poserai des questions qu'on a récoltées auprès des étudiants. Et puis la parole sera ouverte à tous les gens dans cette salle s'ils ont des questions supplémentaires. Le but de la première partie et même de toute cette discussion, c'est de vulgariser ou d'expliquer des sujets qui concernent la sociologie appliquée à l'architecture. Et si des gens ont des questions ou s'ils ont besoin de définitions, n'hésitez pas à lever la main, c'est assez ouvert à tous. Donc on va commencer la première partie. On étudie les sciences humaines en école d'architecture depuis les années 70. Et donc on est dans une école qui se veut ouverte sur les questions de sociologie et qui prône une identité d'implication dans la politique et surtout à gauche. Donc on va commencer à suivre notre étudiant qui va arriver en première année de licence. Pourquoi il est important pour un étudiant, dès le début de ses études, de s'intéresser à la sociologie ? D'abord, ça devrait être pratiquement dès la naissance, on devrait s'intéresser à la sociologie, parce que le rôle de la sociologie, c'est précisément de rendre visible ce qui est caché, de rendre visible ce que on ne peut pas voir parce que il y a des stratégies d'évitement. Alors pour la classe dominante que nous on a étudiée avec Michel, ça fait presque 40 ans que ça va. Il n'y a pas trop d'écho. Il faut peut-être que ça va. C'est particulièrement vrai le travail de rendre visible ce que nous avons fait, de rendre visible ce que les dominants s'acharnent, sont mobilisés à cacher.
Et Pierre Bourdieu disait toujours que on ne pouvait même pas imaginer ce que les dominants étaient capables de faire pour masquer l'arbitraire de leurs privilèges. Parce qu'au fond, que l'on naisse à Neuilly ou à Bobigny, ben, on n'y est pour rien. Si on est à Neuilly, on aura forcément la probabilité d'avoir des titres de propriété dans la bouche qui descendent des quartiers de bourgeoisie ou des quartiers de noblesse, qui viennent des ancêtres et qui se transmettent. C'est sûr que ça va? Oui. Et qui se transmettent de génération en génération, afin que rien ne ruisselle vers les autres classes. Cet arbitraire absolu qui est lié au système capitaliste, dont les titres de propriété des moyens de production et d'échange, aujourd'hui des médias, aujourd'hui tout est financiarisé, donc le capitalisme est généralisé à l'échelle de la France et à l'échelle de la planète. Le climat lui-même fait l'objet de financiarisation absolument outrancière. La nature, enfin tout. La moindre petite plante au fin fond du Sri Lanka a vocation à produire des dividendes pour des actionnaires. Et donc ce travail de déconstruction des évidences néolibérales et de reconstruction d'une perspective, disons, post-capitaliste, là, avec ce type de réunion, c'est aussi une recréation du sens de nos vies d'humains. Donc, vous voyez, là, on est un peu dans une situation de cure analytique. Vous êtes à la fois sujet et acteur, et puis moi, je déconstruis, je reconstruis, et je donne du sens humain, de partage. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Donc, la première année, rien que ça, dire ça, que la sociologie, c'est rendre visible ce qui est caché, et évidemment les processus de mobilisation pour rendre caché ce qui ne doit pas être connu du grand public, des citoyens, des travailleurs, des étudiants. C'est un travail qui est pas si facile que ça, parce que parce qu'on n'a pas l'habitude, quoi. Ça va bousculer plein de choses au niveau de la réflexion et des émotions. Donc il faut, quand on est professeur, quand on veut enseigner de la sociologie comme ça dans une école d'architecture la première année, eh bien il faut être bon pédagogue. Il faut bien réfléchir à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, voilà, pour que ce soit bien compréhensible et bien adapté, évidemment, aux problèmes de la ville, aux problèmes de l'architecture, puisqu'on est dans une école d'architectes. Et alors, pour compléter la question, pourquoi c'est important pour un architecte de s'intéresser à la sociologie? C'est pas que c'est important, c'est que c'est vital. Parce que l'architecte, il construit des logements, il construit des maisons, il construit, enfin, je pense surtout à l'habitat. C'est un cocon psychique. C'est sur le plan existentiel, vraiment tout le monde doit avoir sur cette terre un abri, une maison, ce cocon psychique qui nous permet de vivre sa vie, de vivre tout simplement. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, où donc le logement n'a jamais été aussi l'objet de spéculation financière qu'aujourd'hui, et ça s'aggrave à une vitesse effroyable, de sorte que vous avez un rôle évidemment capital dans la prise de conscience de l'importance de votre futur métier ou de votre métier déjà aujourd'hui si vous êtes déjà en exercice. Et je vous le dis franchement, moi je trouve que c'est un métier formidable. Moi, j'adore écrire des livres, mais qu'est-ce que je serais contente si je pouvais créer des maisons inventives, des maisons protectrices, des jolies maisons, enfin je dis maisons, habitat, logement. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors c'était quoi Pourquoi c'est important pour un architecte de s'intéresser à la sociologie? Ah ben voilà, si, j'ai bien tout dit. Ah oui. Et voilà, et alors là, la sociologie permet aussi de comprendre non seulement les processus de financement
des logements, mais aussi les inégalités. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on regarde Paris, je pense qu'il y a rarement des endroits au monde où l'inscription dans l'espace urbain de la lutte de classe est totalement objectivée dans l'espace urbain. Parce que il y a les quartiers défavorisés, là où je suis, là, à l'instant, dans ce 19e arrondissement qui est quand même pauvre, voire très pauvre, et les quartiers dans lesquels Michel et moi, nous avons passé beaucoup de notre temps pour comprendre comment ça a été possible historiquement de réaliser une telle ségrégation urbaine et architecturale, puisque Bourdieu appelait ça le social objectivé, qui est à la fois du social objectivé dans des formes urbaines et architecturales. Et alors le social objectivé, je vais essayer de développer un petit peu, c'est-à-dire qu'on a été frappé parce qu'on connaissait pas tellement les beaux quartiers avant le début des années 80, parce que honnêtement, on n'était pas, c'était comme ça, comme beaucoup de gens, ils vont pas se promener dans les beaux quartiers, alors que c'est tellement bien de se promener dans les beaux quartiers. Ça serait tellement bien que tous les dimanches, il y ait des foules et des foules qui déambulent dans les beaux quartiers pour regarder, ne pas commettre quoi que ce soit, mais regarder, prendre conscience de la domination de classe à travers précisément l'architecture des bâtiments. Donc ce sont toujours des bâtiments qui sont très décorés sur le plan architectural, qui sont amples, qui magnifient la puissance et le pouvoir de ceux qui y habitent, avec des entrées énormes, des glaces, des jardins, des plantes, enfin c'est des espaces de distanciation par rapport au trottoir où il y a les piétons qui passent, les voitures qui circulent, voilà, et avec des signes de domination là qui ont fait beaucoup souffrir Michel. Quand on a découvert, on n'avait jamais vu ça dans notre vie, les entrées de service. Et comme sa maman était femme de ménage et qu'elle devait elle-même rentrer par l'entrée de service du plus grand bourgeois de Charleville-Mézières pour lequel elle travaillait, quand Michel a vu que c'était systématique dans les beaux quartiers, voilà, ça lui a fait il a trouvé que c'était une forme de violence symbolique vraiment insupportable. Et en effet, dans les grands hôtels particuliers, dans ces grands ensembles d'appartements très bourgeois et très amples, les circulations entre le personnel domestique et les habitants qui emploient ces personnels sont effectivement source de circuits de ségrégation assez incroyables. Alors ça, c'est le social objectivé, mais il y a aussi le social institué. Ça, c'est toujours Bourdieu. Et le social institué, alors ça fait là aussi la lutte de classe vraiment subjective dans l'espace urbain de Paris entre les quartiers de l'ouest bourgeois et ceux de l'est beaucoup plus populaires encore, par le fait que c'est là où sont toutes les ambassades, c'est là où sont tous les ministères, c'est-à-dire que tout ce qui est dominant, tout ce qui est prestigieux, c'est là où la presse, la maison de la radio est située à l'ouest, et c'est évidemment pas par hasard. Voilà, tout vient conforter le pouvoir qui se rassemble et fait que les gens se ressemblent dans leur appartenance à la grande bourgeoisie ou à l'aristocratie de l'argent, la noblesse et la bourgeoisie ayant depuis la Révolution largement fusionné. Et puis il y a la troisième forme de social, c'est le social incorporé, le social intériorisé, et ça aussi, parce qu'avec Michel, donc on avait décidé, parce qu'on n'avait pas d'entrée au départ, et donc on avait décidé d'organiser notre vie, puisqu'on était un couple, d'organiser notre vie de tous les jours dans les beaux quartiers. Donc on se promenait du matin au soir, on allait au restaurant, on allait au cinéma, on faisait nos courses, puis on rentrait dans notre maison de Bourg-la-Reine.
Et donc on regardait les corps de classe des gens qui déambulaient dans les... Et puis on s'est dit, on prenait des notes, on s'est dit, mais c'est vraiment... Bourdieu parlait de social intériorisé, mais c'est un social qui est totalement incorporé, qui façonne les corps pour manifester la supériorité naturelle de cette domination. C'est encore une stratégie pour masquer l'arbitraire des privilèges en transformant en qualité naturelle ce qui est en réalité totalement arbitraire. Il transforme, en effet, on voit les dominants nous dominent, mais on voit bien qu'ils nous sont supérieurs et ça se voit, ils ont de la classe, tandis que nous, on n'est pas mince, on ne se tient pas droit, on est courbé, enfin, on est avachi, enfin bref, tandis que, là, je vous jure que c'est vrai, hein, du coup, j'essaye de me redresser un petit peu, mais c'est naturel. Donc, ils font tout un travail, voilà. Alors donc, ça va pour la... Bon. Ça fait une bonne transition pour la deuxième question qui concerne la deuxième année de licence où on passe de la théorie à la pratique. Et donc en deuxième année, on commence à se confronter dans les exercices d'architecture à des situations concrètes. Donc on doit arpenter le terrain. On fait ça en cours d'architecture, mais aussi en cours de sociologie, où on apprend les différentes manières d'aborder le terrain parce qu'on doit comprendre des usages, des modes de vie. Et donc vous, en tant que sociologue, vous passez votre temps à faire ça. Est-ce que vous pouvez du coup aller plus précisément dans la manière dont vous avez travaillé, comment vous faisiez? Est-ce que vous aviez plus de temps, beaucoup de temps d'approche, ou vous alliez directement frontalement voir les gens? Est-ce que vous arriviez par des contacts? C'était quoi votre technique pour faire du terrain? La technique était multidimensionnelle, mais je dirais que c'est très différent entre les quartiers populaires où on a travaillé que les quartiers bourgeois. Alors je vais commencer par les quartiers populaires puisque on a commencé à travailler dans notre carrière c'est pas, enfin en tout cas on est rentré dans la recherche avec 2 vélos à Dijon, Chenôve et Quetigny, payés par la municipalité de Dijon pour comprendre les rapports des habitants pauvres des cités HLM qui étaient nombreuses aux équipements sociaux, culturels et médicaux, les centres sociaux quoi, enfin tout ce qui concernait voilà. Et du coup, là, il fallait qu'on allait voir les responsables de ces centres, et puis on demandait des noms de personnes, et puis on faisait un petit peu un travail ethnographique, Michel et moi, en se promenant dans les HLM, en se promenant dans les quartiers pauvres, pour bien comprendre, en faisant de l'observation pas participante, on observait simplement dans les centres sociaux eux-mêmes, et puis on faisait des entretiens. Michel, lui, il a travaillé sur un très grand HLM qui s'appelle le Sillon de Bretagne à Saint-Herblain, qui a été conçu par un ensemble d'associations autour de la fondation de l'abbé Pierre, des chrétiens de gauche, qui ont conçu un immense HLM de 30 étages avec deux très hauts, une tour, et puis avec 2 ailes comme ça, avec 3000 logements. Non. Oui, 3000 logements où il y avait, je sais pas, peut-être, je sais plus. Là, il faudrait que je retrouve. Enfin bref, c'est dans la violence des riches. Ça, je sais qu'il y a un petit passage qu'on a fait pour Michel parce que justement, c'était intéressant. Donc là, Michel, il est choisi par un ministère, ça s'appelait le plan construction, je crois à cette époque, pour aller habiter dans cet HLM 10 ans après. Le projet de réaliser donc plusieurs milliers, je crois que c'est 30 000 personnes, mais peut-être que je déraille complètement, j'arrive plus à me rappeler tout d'un coup. Il y avait 900 logements, ça il y a maintenant je suis sûre, et donc il devait y avoir 3 000 ou 4 000 habitants, ça doit être ça la réalité. Et c'était tout mélangé, c'est-à-dire que des médecins en début de carrière, aux travailleurs immigrés, tout le monde était mélangé, y compris sur le même palier.
C'est-à-dire qu'il n'y avait pas... ça se distribuait comme ça, de manière volontariste, pour revendiquer la mixité sociale contre la ségrégation sociale. Et puis on demande à Michel, 10 ans après, de venir faire avec d'autres sociologues, mais c'était lui qui avait la responsabilité de l'équipe, de venir faire un bilan. Et c'était extraordinaire, le bilan. 10 ans après, tous les médecins et les enseignants étaient regroupés dans les ailes, et tous les immigrés, tous les travailleurs étaient dans la grande tour. Parce que les ailes étaient beaucoup plus agréables, c'était beaucoup plus près de la verdure, et voilà, et puis ils se sont regroupés sur des bases d'entre-soi, sur des bases de la recherche de leurs semblables. Donc, et là, on ne pouvait pas dire que c'était à cause de problèmes de financement. Quelquefois, c'est des problèmes de financement. Là, il n'y avait pas de problème de financement. C'était une opération conçue pour une expérimentation, en quelque sorte. Et le résultat était clair, net et précis. Donc là, il a habité Michel. Donc là, il m'a quitté, carrément. Et du coup, moi, j'ai décidé de déménager, de changer, de partir. Donc, lui, c'était à Nantes, à Saint-Herblain, exactement. Et donc, moi, je suis partie vivre plusieurs mois au Croisic avec notre fils, qu'on a scolarisé à la maternelle du Croisic. Et puis, comme ça, Michel pouvait venir nous voir. C'était pas la rupture totale. Mais il fallait vraiment qu'il habite là, dans un studio qui était loué pour lui, pour pouvoir vraiment s'imprégner en ethnologue, en anthropologue, vraiment de la vie quotidienne des habitants, pour faire ce travail qui lui a beaucoup plu et qui a beaucoup plu aux financeurs. Alors voilà, ça c'était une... Et puis pour dans les beaux quartiers, eh bien, on a commencé par se promener, comme je l'ai dit, par tenir un journal de bord qui nous a permis d'apprivoiser un peu le sujet, d'avoir moins de violence symbolique, surtout pour Michel. Moi, je suis plutôt issue de la bonne petite bourgeoisie de province, donc j'avais plus de familiarité, un peu plus de code, un peu plus de tranquillité, quoi. J'étais pas, lui, il était très intranquille, il était pas, au début, c'était dur pour lui. Et puis, on a commencé à faire un projet de recherche qu'on a soumis. Et puis notre directeur de laboratoire, Paul Rendu, quand il a vu qu'on était prêt, il a dit moi je vous ouvre les portes de Neuilly, puisqu'il avait toute sa famille qui était de la très bonne bourgeoisie. Enfin, c'était des grands propriétaires viticoles du côté du Banyuls, du côté de Perpignan, vous voyez, avec un château et tout ça. Donc ça a bien facilité la tâche, parce qu'on a pu interviewer sa maman, son oncle, en fait des cousins. Ça. Et puis moi je me suis rappelé qu'en Lozère j'avais repéré une femme qui venait passer ses étés à Mende, en Lozère où je vivais, et qui avait précisément un corps de classe, une tenue de classe, et surtout l'été il faisait très chaud en Lozère, et elle avait toujours des gants blancs. Et donc, je me suis dit, si j'arrivais à retrouver cette femme, peut-être que là, on pourrait avoir un autre accès. Je suis arrivée à remettre la main sur cette femme, qui a été très sympa, qui nous a reçus chez elle. Et voilà, le fait qu'on se soit connus en Lozère a fait que le lien a pu se constituer. Et elle était mariée elle avait fait un riche mariage d'amour avec un noble, très lancé dans la sociabilité mondaine de l'aristocratie. Et là, alors ça nous a ouvert toutes les portes des plus grandes familles de la noblesse très riches. Et voilà, donc du coup, on avait les codes. Du coup, dès le premier entretien, si vous voulez, on a su essayer de se faire coopter. Par exemple, en demandant, monsieur, vous avez parlé de telle personne dans l'entretien que vous venez de m'accorder, est-ce que ce serait possible que vous me recommandiez auprès de lui, faire fonctionner la cooptation sociale, et puis finalement, d'entretien en entretien, de soirées passées dans des cercles, de soirées passées dans des cocktails, de soirées passées, enfin on a essayé vraiment de varier les situations dans les grands prix hippiques. Voilà, on s'est complètement immergé, on est rentré, on s'est fait coopter, oui, d'une certaine façon un petit peu, par cette classe sociale, jusqu'au jour où ça s'est arrêté,
Alors, c'est pas qu'on s'est engagé en politique, c'est que quand on est parti à la retraite, ce qui n'aurait pas été possible avant, on a intégré à nos analyses qui, jusqu'en 2007, étaient sur les beaux quartiers, sur les châteaux classés monuments historiques, la chasse à courre, la transmission des héritages, sur les questions de méthode, notre journal d'enquête, puisqu'on avait été assez critiqué par nos collègues au CNRS, du coup, très vite, on a publié un journal d'enquête qui essaye de comprendre le malaise qu'ont pu provoquer nos travaux dans le propre milieu de la sociologie. S'il y a personne qui est cité, je veux dire, il y a pas c'était pas un règlement de compte, mais c'était essayer de comprendre comment c'était possible, puisque tout le monde était plutôt de gauche et contre toutes les formes d'exploitation et de domination. Donc, c'était intéressant de réfléchir. Alors, j'ai perdu la suite de ce que je voulais dire, mais peut-être je vais m'arrêter. Ah oui, alors, donc, si, c'est important, ça, c'est très important. Donc, il y avait quand même un devoir de réserve. Déjà, c'était difficile, si vous voulez. La réception de notre travail n'était pas du tout évidente. De sorte que on s'est dit, moi j'ai devancé de 4 ans le départ à la retraite, puis Michel avait 4 ans de plus que moi, donc je suis partie le même jour que lui. On est rentré le même jour dans le laboratoire, le CSU, et on est resté 37 ans tous les deux dans ce même laboratoire, et on est parti le même jour. Comme ça, ils ont eu qu'un pot d'arrivée et qu'un pot de départ. Donc c'était très bien. Et alors c'est toujours pareil, je perds le fil de mes idées. Mais Mathilde, tu suis bien, toi? Ah oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Et du coup, là, tout de suite, on a intégré, alors ça correspond 2007 avec l'arrivée de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, et là, ça y est, on intègre le champ économique et le champ politique dans l'analyse transversale de la classe sociale, et là, ça fait boum, c'est le président des riches, et là, à partir de ce moment-là, on n'a plus accès à notre terrain. Mais ça fait rien, on a continué à travailler avec d'autres façons de travailler. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Est-ce que vous pouvez nous préciser ou nous donner des difficultés de terrain auxquelles vous avez été confrontés? Le terrain, c'est toujours une confrontation permanente parce que on vient quand même voler la parole de l'autre, on vient épier, on vient essayer de comprendre, et donc c'est pas toujours si facile que ça au début. Après, une fois qu'on est intégré sur un terrain, ça va mieux, puis que les interviewés comprennent qu'on n'est pas là pour prédater, pour prendre, pour nous les instrumentaliser. Leur voler leur vie pour en faire un livre, pour en faire quelque chose qui nous rémunère à travers le statut de chercheur au CNRS. Et c'est très important de tout de suite bien montrer qu'on va être dans la transmission, que nous on fait toujours, ça c'est la marque de fabrique de Michel et moi dès le départ, que ce soit chez les ouvriers ou de toujours faire un retour d'enquête, même si c'est coûteux, que c'est chronophage, que c'est voilà. Et par exemple, donc dans les beaux quartiers, au début, pardon, excusez-moi, ça me fait trop rire. Donc on a Michel, quand il travaillait, lui, il a fait. Moi, j'avais pas trop le problème de l'anonymat parce que j'ai fait aussi beaucoup de travail statistique, d'analyse, comme les algorithmes, d'analyse en composantes principales pour mettre en relation. Parce que moi, j'ai une obsession, une phobie, enfin une obsession, c'est de toujours mettre en relation ce que le CNRS nous interdisait de mettre en relation, puisque au CNRS, on est découpé en morceaux. On est sociologue, ou on est ethnologue, on est anthropologue, on est géographe, on est historien. Et c'est comme ça qu'on ne peut pas faire le travail sur une classe sociale dans son entièreté. Alors du coup, j'ai encore perdu. Et puis il y a qu'elle qui suit. Personne vient à mon secours là dans la salle, c'est quand même fou. Ah oui, qui me fait rire. Alors donc, comme là, on était un peu intimidés quand même par les grands de ce monde, pour les ouvriers, toutes les gens de catégorie populaire, ça allait de soi que tout le monde était anonymisé.
C'était c'était un enseignement qu'on nous faisait au CNRS. C'était une règle éthique même. Hein. On anonymise parce qu'on respecte les gens auprès desquels, voilà, on les expose pas. Et donc ça se faisait automatiquement. Et Michel, par exemple, quand il a travaillé pendant plusieurs années dans les Ardennes auprès des ouvriers des Ardennes, qu'il a fait un travail anthropologique très précis sur une grande entreprise, sur une ville, Nouzonville, où il y avait plein d'industries métallurgiques, qui vient restituer, puisque ça c'était dans nos habitudes, qui vient restituer son travail. Moi j'étais pas là, puisque c'était son travail à lui. Donc le maire l'accueille, il y a beaucoup de monde dans la salle municipale de Nouzonville, et puis Michel, enfin il faisait pas le malin parce que c'était pas du tout son style, mais il raconte, il répond aux questions des ouvriers, il y avait vraiment beaucoup de monde parce que c'était vraiment important le travail qu'il avait fait. Et tout d'un coup, il y a un ouvrier qui se lève et qui dit « Mais Monsieur Mallet, c'est moi en réalité !» Parce que Michel avait construit son livre sur un personnage principal. Et puis après, les autres s'agrégeaient pour... Et il vient se mettre à côté de Michel, à la tribune. Et Monsieur Mallet, c'est moi, puis il est resté. Et donc, ça, pour Michel, c'était ça. Alors, quand il est revenu, puis qu'il m'a raconté ça, bien entendu, ça a été vraiment un sujet de discussion et de réflexion. Mais il n'en demeure pas moins que... quand on a commencé à travailler sur les grands bourgeois, on leur a tous collé un pseudonyme pour dans les beaux quartiers. Michel, il a fait le travail sur les noms nobles, il a cherché des noms de la noblesse qui étaient éteints. Et puis moi, je me suis dit, pour la bourgeoisie, tu vas prendre tous les noms de ta famille, parce que comme j'avais 35 cousins germains et tout ça, on était une grande famille, j'avais plein de noms. Et je me suis dit, ils seront contents d'être dans mon livre. Et puis le livre sort, tout de suite, enfin, je sais pas, c'est un succès médiatique. On n'avait pas du tout l'habitude. C'est le Seuil qui nous édite. Tout de suite, voilà. Et on reçoit un coup de fil d'un membre du Jockey Club, qui était un des cercles auprès duquel on avait beaucoup enquêté. C'est le cercle vraiment de la noblesse ancienne française, et qui nous dit écoutez, on est très content de votre ouvrage. Alors nous, on était très surpris dans les beaux quartiers parce que c'était quand même assez hard par rapport au rejet du dissemblable, par rapport à un certain racisme mondain, un racisme de classe. Et puis, ils nous disent, écoutez, nous, on est d'accord pour continuer à travailler avec vous, parce que c'est très bien écrit. Alors là, c'était un compliment pour Michel, parce que l'ouvrière, c'était moi, mais celui qui transformait le charbon en or, c'était Michel quand il reprenait les textes, parce qu'il avait une vraie plume littéraire avec des bonheurs d'écriture, voilà. Donc ça, ils ont bien repéré que c'était... Et ils ont dit, on est d'accord pour continuer à travailler avec vous, ça nous intéresse beaucoup, c'est bien, vous comprenez bien comment ça marche chez nous, comment ça fonctionne. Et ils tout de suite intéressés par la problématique de Bourdieu, la théorie de la domination de Bourdieu, qu'ils ne connaissaient pas. Ils nous ont dit, on croyait que Bourdieu c'était un affreux gauchiste, mais là, l'idée même du collectivisme pratique, c'est exactement ça, voilà. Et alors ils nous disent, mais alors par contre, il y a quelque chose sur lequel on ne négociera pas avec vous, c'est comment est-il possible que vous ayez pu penser, comme sociologue du CNRS, à nous mettre des pseudonymes? Parce que nos patronymes familiaux, mais c'est de la richesse symbolique si vous êtes bourdieusien. Alors nous, on était là, c'était dur quand même à entendre et tout ça. Ben, on leur a dit, ben oui, vous avez complètement raison. Et donc, ben, on s'engage à ne plus vous mettre de pseudonyme, mais il faut qu'on règle le problème de qu'est-ce que vous exigez en échange. Ah, c'est pas moi. Non, c'est pas. Ah si, je pense que c'est moi. Merde, je sais pas comment on fait pour. Non, ça va s'éteindre tout seul. Ouais. Alors donc on leur dit comment on va faire. Alors ils ont dit, c'est-à-dire qu'on pourrait relire. Alors nous on dit avec Michel, ah non, ça nous on est chercheur au CNRS, on est directeur de recherche, ça il n'est pas question que vous relisiez nos livres avant la publication. Par contre on peut vous proposer de relire ce qui concerne les entretiens avec des membres de vos familles. De votre famille, voilà, que votre nom, là où il y a votre nom, des extraits d'entretien, que vous puissiez. Donc voilà, on s'est arrangé comme ça et on a pu continuer à travailler avec eux. Voilà. Enfin, je suis désolée, je sais pas comment on fait. Voilà. Parce que d'habitude personne m'appelle.
Donc je suis pas le réflexe. Donc voilà, et puis ça s'est bien passé jusqu'à la retraite où on intègre donc le champ économique et le champ politique. On va continuer de parler de quartier bourgeois et de suivre notre étudiant qui arrive en 3e année d'études d'architecture. En 3e année, on a déjà un peu parlé, mais on continue à parler de la ségrégation socio-spatiale, de la construction de la ville. Ça fait une petite pause. Oui, oui, tout à fait. Et donc on commence à parler de gentrification et de toute la fabrication de la ville. Est-ce que vous pourriez nous décrire dans quel quartier nous sommes et un peu la sociologie de ce quartier? Ah ben, pas vraiment. Je crois pas qu'on ait fait. On a fait des promenades. On a publié un livre de promenades sociologiques. Je me souviens pas qui est le 19e, le 20e, je suis sûre, 18e beaucoup, 19e, je pense qu'il y a rien. Donc, de toute façon, c'est un quartier qui est populaire, enfin, en tout cas, qu'il était, et puis qui se gentrifie comme tous les quartiers populaires, la plupart des quartiers populaires de Paris. Donc, c'est un processus qui est global et qui s'explique de la façon suivante. C'est que dans la même période de temps, peut-être que vous étiez même pas encore en projet, ça se passe dans les années 70-80. Il y a plein de choses qui se font à l'initiative de la social-démocratie, des socialistes, et qui vont s'aggraver avec l'arrivée de François Mitterrand en 1981. C'est-à-dire que il y a tout un ensemble de décisions qui sont prises et qui sont à l'origine de la racialisation des territoires, hein, de la transformation de la classe ouvrière en deux parties. Les ouvriers français qui vont partir dans des petits pavillons Bouygues à la périphérie de Paris, et les immigrés qui vont occuper les logements sociaux. Et ça, c'est le résultat de décisions politiques qui sont les suivantes. Alors là, il faut que je prenne, parce que sinon... Alors, un ensemble de choix politiques ont entraîné une accentuation de la ségrégation sociale et ethnique. Le changement du système de financement des HLM à partir de 1977 a contribué à ce processus par le passage de l'aide à la pierre, c'est-à-dire à la construction, à l'aide à la personne, c'est-à-dire aux ménages en fonction de leurs ressources. Ceux-ci ont eu davantage le choix de leur localisation, ce qui a facilité la recherche de son semblable. Au même moment, l'accession individuelle à la propriété privée a été encouragée. Avec des prêts très intéressants, la classe ouvrière qualifiée a pu investir dans la maison individuelle. Les modalités du prêt à construire avec la préfabrication en usine des pavillons se sont développées. Or, toutes ces transformations ont coïncidé avec la désindustrialisation et la fermeture des ateliers et des usines encore situées dans la capitale.
Les grandes cités des banlieues attirent alors une population modeste, peu qualifiée, frappée par le chômage, dans laquelle les classes moyennes deviennent absentes. L'augmentation du taux de familles d'immigrés est confirmée par les statistiques. Entre les deux recensements de 1968 et 1975, rien que pour déjà ce moment-là, le taux d'étrangers habitant dans les HLM d'Île-de-France, ça c'était le travail de Michel, est passé de 5,5%, donc en très peu d'années, à 12,7%. Et puis ensuite, ça s'est aggravé. Ce processus s'est accéléré à partir de 1976, parce que il y a eu la loi qui a autorisé le regroupement familial. Donc les femmes et enfants de tous les célibataires, des travailleurs célibataires algériens, marocains ou autres, ont pu intégrer la France. Alors ça, je l'ai déjà dit. Donc voilà, est-ce que j'ai répondu à la question en disant ça? Oui, alors si, alors donc voilà. Donc, ah si, non, il faut que je continue. Alors, pour le passage, tout ça c'est important, et je vois qu'on n'a pas cité le travail, on a cité Sylvie Tissot, L'État et les quartiers, c'est juste génial son livre, Genèse d'une catégorie de l'action publique, Paris Seuil Libère 2007, mais on aurait dû aussi citer le travail de Bourdieu sur la maison individuelle, parce que tout ce qu'on a écrit là lui doit beaucoup. Parce qu'il nous avait demandé de relire, comme il nous aimait bien comme sociologue urbain, et de relire son texte sur la maison individuelle, qui a été publié sous forme structure sociale de la domestique, je ne sais plus comment ça s'appelle son livre. Non, pas la maison Kabyle. Non, c'est la maison Bouygues. Bon, enfin, vous débrouillerez. Je peux rien faire. Ma mémoire est pas là. Alors, le passage de l'aide à la pierre avec une aide financière publique accordée à l'investisseur et au maître d'ouvrage à l'aide à la personne a contribué au morcellement de la classe ouvrière qui va être donc à l'origine de nouvelles catégories supposées nommer désormais les réalités sociales. On est passé population défavorisée, jeunes de banlieue, exclus, zones sensibles. Ces formulations utilisent des références à la territorialisation de la pauvreté et du chômage, et donc à la ségrégation résidentielle, en masquant les causes sociales et économiques. Alors je préfère lire, parce que là c'est quand même plus précis que quand je bafouille. La dualisation spatialisée de la société entre ceux qui s'insèrent dans les mutations économiques et technologiques et ceux qui perdent pied et s'enlisent, cache la réalité du conflit entre le capital et le travail derrière de nouveaux cloisonnements territoriaux. Avec les socialistes et le tournant de la rigueur en 1983, la ville va servir de laboratoire pour la modernisation de l'État. En avançant sous le masque de la décentralisation, il s'agit de diluer les responsabilités. Les processus de rationalisation dans la gestion, le recours à la technocratie, un management fondé sur la participation des habitants pour mieux comprendre et maîtriser leurs demandes, vont servir de base pour un remodelage des rapports de domination. En rendant les citoyens responsables de leurs conditions d'habitat, les turpitudes de l'oligarchie seront moins visibles et moins sensibles. Donc, alors après, il y a juste une petite phrase que j'ai bien aimée. Enfin, j'ai bien aimé, c'est de nous, hein. Donc, le néolibéralisme est parvenu à intégrer les critiques du système capitaliste jusque dans le champ spécifique de la politique de la ville. Et donc, ce qui aboutit à transformer la classe ouvrière en problème de territoire, opposant les banlieues, les quartiers, le périurbain à d'autres quartiers nouvellement gentrifiés. Voilà. Donc le processus de ghettoisation s'est aggravé. Voilà.
Et du coup, ben voilà, on a ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les jeunes de quartier, qui sont appelés des émeutiers quand ils sont pas contents, sont territorialisés, une racialisation de la ségrégation urbaine qui relève d'une forme ségrégationniste dans les territoires et pas de la prédation par le capital du travail de ces gens-là. Est-ce que c'est clair? Oui. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je dise d'autre? Bon. On arrive en master. Les années de master, on pourrait dire que c'est celle où on commence à remettre en question notre cursus, qu'on nous apprend. Alors on va remettre en question le système qui nous forme. Vous avez beaucoup, du coup, étudié et écrit sur les élites et l'entre-soi de la bourgeoisie. Ici, même si on n'est pas dans la grande école la plus comme sciences politiques, comme on en parlait tout à l'heure, on reste dans une grande école qui forme l'élite, qui nous forme à devenir architecte. Et le titre d'architecte, c'est un capital symbolique. Comment, d'abord, vous pouvez nous expliquer comment les grandes écoles perpétuent le système d'entre-soi? C'est-à-dire que les grandes écoles ne font qu'introniser ceux qui sont déjà bien placés, plus ou moins. Hein. En tout cas, je ne sais pas si votre école, je ne la connais pas, donc je ne peux pas dire, mais en tout cas, toutes les grandes écoles, Polytechnique, l'ENA, enfin ça s'appelle plus l'ENA, mais c'est pareil, voilà, sont... alors, alors ça, ça sera pour toi cet exemplaire, puisque tu me raccompagnes à la maison. Alors, et c'est marqué exemplaire personnel de Monique Pinson-Charlot, mais comme je te ferai une dédicace, je vais rencontrer l'éditrice demain, elle m'en donnera un autre exemplaire. Donc, non, pardon, Non, c'est super. C'est spontané. Voilà, c'est ça que je voulais dire, que j'arrivais pas à retrouver comme formulation. La réussite scolaire est en réalité bien plus que la consécration des efforts. Elle est aussi et surtout la célébration de l'intronisation des jeunes nés avec une cuillère en or dans la bouche. Hein, c'est-à-dire que voilà, c'est encore une nouvelle instance pour célébrer leur supériorité. Donc le système scolaire en France est un système de reproduction de l'ordre des classes qui est quand même très puissant, vraiment très puissant. Et voilà, mais je veux pas non plus. C'est bien de le savoir pour mieux le déjouer. Je sais pas comment dire. Je veux pas être toujours désenchanteuse, mais c'est vrai que franchement, et de plus en plus, hein, ce qui s'est passé avec la ministre de l'Éducation, je ne me souviens plus de son prénom, Amélie Oudéa Castéra, eh bien, ils étaient parfaitement au courant. C'est-à-dire que c'est une forme de violence pour casser le système scolaire en montrant qu'on peut être ministre de l'Éducation nationale tout en mettant ses enfants dans un collège privé, mais qui vit avec des subventions publiques, où il y a la messe et où les 3 enfants sont dans des écoles dans des classes non mixtes. Je veux dire, elle cochait vraiment toutes les cases. Hein. Et voilà, cette violence politique ce cynisme qu'on nous impose, renforce ce système d'écrasement des dominés. Et voilà. Enfin, alors donc là, dans ce livre,
qui viennent paraître, que je vous recommande vivement. Et voilà, c'est un livre où il y a des photos, qu'il y a un photographe qui les a faites à partir de nos livres. Il est allé dans les cercles, il est allé dans les rallyes, il est allé à la chasse à courre, il est allé de partout. Et vous verrez, les photos sont absolument sublimes. Et il y a l'émotion artistique qui se dégage de ce livre. Et avec... alors là, je suis toute seule puisque Michel n'est plus là. Et c'est moi qui ai écrit donc le texte en essayant de bien relire à haute voix, d'essayer que ce soit clair et le mieux écrit possible. Juste pour terminer avec ça, est-ce que vous avez croisé des architectes pendant vos enquêtes sur la grande bourgeoisie? Ouais. Comment est-ce qu'il s'appelait? Monsieur Grand, un architecte, Monsieur Grandpierre. Est-ce qu'il est connu? Non. Bon, voilà. Alors lui, il était, oui, c'était un des premiers interviewés, un des premiers entretiens que j'ai fait à Neuilly. Je me rappelle très bien et il était, je sais pas trop quoi dire, parce que c'est dans le premier livre, dans les beaux quartiers. Et donc, comme il a un pseudonyme, on peut le retrouver, puisque c'est le seul architecte qu'on a interviewé. Voilà. Et il était content de lui, ça c'est sûr. Et puis, il était vraiment au top du pouvoir. Il avait tous les bons réseaux. Il avait un appartement de rêve. Et comme j'étais chargée de conférences à ce moment-là pour un DEA de sciences sociales à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, il y avait une jeune étudiante, comment elle s'appelait, Raphaël Baquet, non. Baquet, c'était pas Raphaël, elle est connue parce qu'elle a continué à travailler dans Sylvie Baquet. Non, c'est pas possible que je retienne plus son prénom. Marie-Hélène, merci beaucoup. Merci, excusez-moi pour elle. Franchement, je suis Marie-Hélène Baquet est donc venue, juste pour voir comment je me dépatouillais pour faire mes entretiens, parce qu'elle voulait faire quelque chose justement, son mémoire avec moi sur les beaux quartiers. Elle voulait analyser comment c'était possible que des hauts fonctionnaires soient logés dans des HLM à Neuilly. Voilà, donc elle est venue, et comme je lui avais dit que j'allais interviewer cet architecte, elle est venue et elle disait rien, puisqu'elle n'avait rien à dire. J'avais prévenu, je viens avec une étudiante de l'école normale de la rue d'Ulm, alors ça faisait très bien, tout était parfait. Et puis, elle n'a pas voulu faire d'efforts pour s'habiller correctement comme je lui avais demandé. Et tout d'un coup, il se retourne vers elle et il lui dit « Mais vous seriez pas un peu gauchiste, vous ?» Enfin voilà, donc c'était étonnant. Et elle avait rien dit, mais voilà, il l'a humiliée. Mais ça lui a donné au contraire beaucoup d'énergie. Et après, l'élève a dépassé le maître. Je pense à Marie-Hélène par rapport à nous. Un compliment pour elle. Alors, est-ce que j'ai répondu à la question? Je ne sais plus. Ben oui, donc j'ai dit celui-là. Et sinon, des architectes, je sais pas, tout est architectural. Parce que quand on va au cercle de l'Union interalliée, c'est un architecte qui a construit l'hôtel particulier où il y a ce cercle aujourd'hui pour la famille Rothschild, pour Nathaniel de Rothschild. Et voilà, l'architecture je sais pas qui j'ai jamais rencontré à part ce monsieur Grandpierre d'architecte précisément, mais par contre l'architecture, une architecture spécifique pour les dominants est omniprésente dans les beaux quartiers, vraiment. Et ils sont très riches. Je veux dire, quand on a accès. Oui, voilà, je sais pas trop quoi dire. Et puis, de toute façon, il y a tout. Ils habitent. Ils s'approprient toute l'histoire architecturale de Paris. C'est-à-dire depuis la construction de Paris, les familles de la noblesse ont occupé le Marais, puis se sont déportées sur l'ouest de Paris. Le 16e, le 7e, le 8e, etc. Et voilà, du coup, ils sont toujours dans
dans une histoire de l'architecture. Toujours, ils s'approprient vraiment tout le meilleur de l'architecture est pour eux. Et c'est des logements toujours extrêmement confortables, lumineux, spacieux. Tout est fait pour la sociabilité. C'est des énormes salons, un peu comme ça, mais on n'est pas tous entassés comme ça. Il y a plein de petits fauteuils, des petites tables. Enfin, c'est très tout est sur le plan architectural, sur le plan matériel, sur le plan empirique. Tout doit permettre la sociabilité qui fonde la conscience de classe, qui fonde la mobilisation de cette classe, qui fonde leur conscience de classe, leur conscience de classe, une classe en soi, une classe pour soi, au sens marxiste du terme, est complètement objectivée dans l'architecture des logements et dans l'urbanisme de leur quartier. Les rues sont amples, il y a beaucoup de verdure, et c'est pourquoi les beaux quartiers sont toujours construits ex nihilo, c'est-à-dire sur des terres vierges. Les grands bourgeois ne se réapproprient jamais les logements d'autres classes sociales. La gentrification ne concerne que des gens comme ça pourrait être moi, ça pourrait être tout, ça sera peut-être toi un jour, enfin des salariés qui gagnent pas trop mal leur vie et qui ont des dispositions pour s'approprier un habitat qui n'a pas été conçu pour eux, mais qu'ils vont pouvoir s'approprier, faire des lofts dans d'anciennes usines, transformer des quartiers populaires en quartiers de bobos où ils vont pouvoir s'approprier la rue, le quartier pour une sociabilité au grand air, avec des pots tous les soirs aux terrasses de café. Toute la sociabilité ouvrière a disparu et au profit justement de cette sociabilité des bobos, pour faire court. Et donc alors il n'y a qu'une situation où les grands bourgeois se sont réappropriés, c'est l'île de Ré, où là ils se sont effectivement réappropriés des maisons de pêcheurs, mais je peux vous assurer qu'elles ont été complètement transformées parce qu'ils en rachètent plusieurs et puis ils font des palais avec plusieurs maisons de pêcheurs. Mais à mon avis, c'est le seul contre-exemple que je connaisse. Très bien. On va pouvoir passer à la deuxième partie. Est-ce que déjà dans le public ou dans la salle, il y a des questions ? Ok. Je ne sais pas si on peut faire passer le micro. Je pense pas. Vas-y, parle fort. Sur le dernier point de la sociabilité dans les espaces intérieurs des maisons bourgeoises, est-ce que ça se traduit aussi dans l'espace public? C'est quelque chose qui est conservé dans les espaces privés à l'intérieur des maisons, etc. Parce que pour moi, en tout cas, le 17e, c'est un environnement qui n'est pas agréable dans une situation peut-être qu'il y a beaucoup de circulation automobile, même si les allées soient là, mais c'est aussi viageux. J'ai l'impression que c'est quand même pas un endroit où on prendrait plaisir à passer du temps à l'extérieur. Et puis aussi, je ne sais pas si c'est plutôt dans les habitudes d'utilisation en voiture, tout simplement, maintenant l'habitude de passer du temps à l'extérieur de l'espace public. Donc, est-ce que c'est une sociabilité uniquement dans une milieu? Alors, c'est-à-dire qu'ils privatisent les espaces publics. Alors, je donnerai un exemple qui est absolument incroyable, mais que vous connaissez, et qui est bien décrit là dans ce livre. Il y a même une petite promenade sociologique pour que vous puissiez... alors, je ne dis pas tout d'un seul coup, je reprends. Donc, ils privatisent les espaces publics, et notamment, sous le Second Empire, en 1848, il y a 2 bois qui sont construits, qui sont conçus à ce moment-là, le bois de Vincennes et le bois de Boulogne. Le bois de Boulogne est à l'ouest et va être d'emblée privatisé au profit de l'oligarchie, de ces familles de la noblesse et de la grande bourgeoisie.
qui négocient avec leurs camarades de classe qui ont des responsabilités au niveau de la mairie de Paris, où il n'y a pas d'élus, il n'y a pas encore de vrai, il n'y a pas de maire, enfin je me rappelle plus comment ça fonctionne, mais enfin bon, la mairie c'est comme un ministère, quoi. C'est pas, la mairie de Paris a un statut spécial, et donc ils négocient avec leurs camarades de classe, et puis c'est comme ça qu'il y a eu 65 hectares qui sont complètement privatisés sous forme de concession pour les plus riches. Alors c'est le cercle du Bois de Boulogne. Là, donc c'est présent dans ce livre parce que Bertrand Delanoë, maire socialiste, dont nous étions très proches au moment de son élection, puisqu'il était très intéressé par notre travail et il avait des velléités de mixité sociale, enfin il avait des velléités puis après finalement ça s'est pas passé tout à fait comme il avait dit, mais enfin, donc il voulait absolument ne pas renouveler les concessions qui seraient demandées au renouvellement s'il était maire de Paris, Et donc en 2006, c'est la fin de la concession du cercle du Bois de Boulogne. Et là, il décide, mais ça a été vraiment un choc dans les beaux quartiers, mais vous pouvez même pas vous imaginer. Donc il décide de ne renouveler la concession que pour la moitié des 5 hectares ou des 6 hectares de ce cercle. Et du coup, aujourd'hui, le cercle du Bois de Boulogne, vous verrez, enfin dans le livre, sinon de toute façon il est prêt, ça s'appelle le tir au pigeon, il est pas loin du tout de la fondation Louis Vuitton, et maintenant vous pouvez y aller, je vous y invite vivement, parce que c'est une expérience vraiment sociologiquement trop forte. Donc la partie qui est ouverte au public, il y a juste, pour pas qu'il y ait quand même trop de monde non plus, il y a juste marqué jardin public de la ville de Paris, ouvert de 8h30 à 19h, de telle période à telle période, et de temps à temps à telle autre période. Et il n'y a qu'une seule entrée pour le public qui doit se diriger vers la droite, et pour les membres du cercle, c'est la même entrée qui se dirige à gauche pour aller retrouver la piscine, les clubhouses, le tennis, enfin tous les équipements qui ont été concentrés sur l'autre moitié. Et donc là, sur la partie publique, franchement, c'est chouette parce qu'on sent ce que ça veut dire, la beauté des lieux, le silence, la biodiversité. Il y a 2 lacs, il y a plein d'oiseaux. Enfin, et il y a personne, il y a jamais personne. Et il y a des bancs où on peut s'asseoir, et on peut lire, travailler, rêver, et puis vraiment, voilà, enfin, s'imprégner. Et sinon, pour tous les autres cercles, le Polo de Paris, le Racing Club, les concessions ont été renouvelées, seront renouvelées, comme celle du jardin d'acclimatation qui appartient donc à Bernard Arnault, qui a été renouvelée pour presque 55 ans, je crois, comme la fondation Louis Vuitton, qui est construite sur le jardin d'acclimatation. Qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Et puis alors il y a tous les restaurants qui sont du fait de leur prix, qui sont inaccessibles. Alors nous, on y a été beaucoup dans ces restaurants, inaccessibles financièrement pour nous, avec les grands gagnants du loto. Quand on a fait notre enquête sur les plus grands gagnants du loto, là, ils venaient de gagner souvent des millions d'euros, et donc la Française des Jeux nous réunissait tous pour apprivoiser la violence symbolique ensemble, de manière collective. On allait ensemble dans des endroits de sociabilité mondaine, mais alors là, c'était vraiment extraordinaire, parce qu'ils arrivaient, donc il y avait un groupe, mettons 6 grands gagnants, les 2 Pinsons Charlot, un représentant de la Française des Jeux, et eux, dès qu'ils rentraient dans un restaurant comme ça, ils sortaient leur téléphone portable et ils faisaient des photos. Alors évidemment, c'était pas... Une fois, ça se passe au Plaza Athénée, avenue Montaigne, il y a un couple de... Le père et le fils d'Ocker, à Marseille, qui rentre dans la salle du restaurant, qui est vraiment une salle incroyable, et puis ils disent bon appétit. Voilà, puis voilà, enfin bref, c'était voilà. Donc tous ces espaces là, et puis ils ont des cercles, alors qui appartiennent à leur classe, qui
le public n'a rien à voir avec ça. Qu'est-ce que je peux dire sur l'appropriation? L'appropriation collective. Le seul ghetto doré que je connaisse qui avait tout entouré de murs, c'est la Villa Montmorency. Et là, il y a une vraie sociabilité entre Lagardère, Bolloré, Nicolas Sarkozy et sa Carla. Enfin bref, il y a vraiment tous les membres de l'oligarchie qui comptent habitent la Villa Montmorency, qui est vraiment gardée. C'est difficile si vous mettez un petit bout de pied, tout de suite, des gardiens viennent vous demander de reculer votre pied. Oui. Oui. Ces quartiers-là sont pas beaux, en fait. Oui. Puisqu'ils n'ont pas eu tout le charme qu'on retrouverait à la campagne à Paris. Voilà. Et donc, on peut être aussi surtout par cette population. Oui. Oui, on devrait plutôt parler de zone de profit, zone de dividende. Voilà. Et on n'a pas envie de s'arrêter pile devant. Quand on arrive au Champ de Mars, à la place des Invalides et tout, c'est quand même des quartiers où on aime bien se poser, où il y a de l'espace, où les bâtiments sont tous très beaux et objectivement il y a une sorte de beauté architecturale qui s'en dégage, ne serait-ce que par le patrimoine aussi. Je suis d'accord pour... Les rues ordinaires dans les hauts quartiers sont plutôt, je sais pas, vous prenez le 16e. Oui, mais parce que le 16e c'est très particulier. Oui, mais le 16e est un arrondissement récent par rapport. C'est hyper différent des beaux quartiers, justement, type 7e, etc., où je trouve qu'on est quand même dans un beau, entre guillemets, objectif. Là où le 16e, je suis d'accord, on se balade avec Zellmans, on se dit pas, purée, c'est trop beau, j'ai grave envie d'habiter là, mais quand même, le beau quartier, si on pense justement tous les hôtels particuliers, quand on passe devant, les petits demi-cercles qu'on a à chaque coin de rue, etc., toutes les boutiques qu'on a... après la rue du Bac, c'est quand même plutôt mignon. Enfin, Non, mais c'est-à-dire qu'avec cette intervention, tu fais ressortir la diversité aussi des beaux quartiers. On une seule appellation, mais une grande diversité, une très grande diversité. Et puis, c'est vrai que de toute façon, leur sociabilité est quand même très centré sur leurs semblables. Vraiment, c'est un entre-soi systématique et du coup, ce que toi tu trouves triste, pour eux c'est parfait. Je veux dire, c'est vraiment, et c'est ça qui est génial, c'est d'avoir cette construction d'un habitus de classe qui formate jusque les corps, comme je l'ai dit, avec du social objectivé, du social institué qui sont en harmonie avec tout ça. Et donc, ils sont comme des poissons dans l'eau. Voilà, ils sont comme des poissons dans l'eau, ils sont chez eux. Et que nous, ça ne nous convienne pas. Voilà, c'est normal, mais c'est un réflexe de classe. C'est un réflexe de classe. C'est une remarque de contestation aussi des rapports de domination. Quand tu dis, voilà, ça ne te convient pas, et tu as le droit de le dire. Mais eux, ils disent, voilà, nous, on est chez nous. Voilà, c'est nos quartiers, nos beaux quartiers. En fait,
on veut un paquet, enfin, en mode, on a peut-être un surfocus sur les quartiers en voie de gentrification, sur les quartiers populaires, mais qu'on va comparativement, on est moins poussé à s'intéresser aux quartiers habités par la haute bourgeoisie. Comment vous expliquez ce décalage? C'est-à-dire que ce décalage, c'est celui que nous avons vécu au CNRS comme sociologue, où les riches, les dominants, les bourgeois, les dynasties bourgeoises, les dynasties aristocratiques n'avaient pas vocation à l'investigation sociologique en tant que telle. Ça s'explique par le découpage en disciplines, mais ça s'explique aussi par le fait que les chercheurs ont envie, je dirais, mais c'est pas bien de parler comme ça, mais tout se passe comme si, on peut dire, les chercheurs avaient envie de pas savoir que au-dessus d'eux, parce qu'il y a un narcissisme, il y a un contentement de soi dans les milieux de la recherche qui est un milieu extrêmement concurrentiel et qui fonctionne beaucoup à l'échelle internationale. Il y a un contentement de soi qui est important. Et du coup, nous, on l'a très fortement ressenti quand, par exemple, on montrait que dans la grande bourgeoisie, il n'y avait pas la richesse, il n'y a pas de seuil de richesse, si vous voulez. Pour deux raisons. D'une part, parce que la richesse, elle est multidimensionnelle. Il y a la richesse économique, mais aussi la richesse culturelle, la richesse sociale et la richesse symbolique, pour reprendre les propositions de Pierre Bourdieu. Et ces richesses, elles ne forment qu'une forme de richesse, parce qu'elles sont tellement imbriquées les unes dans les autres qu'il n'y a pas de définition de seuil de richesse. C'est pas possible. Les statisticiens de l'INSEE ne peuvent pas le faire, pour des raisons institutionnelles et pour des raisons aussi statistiques. Et la deuxième raison, c'est parce que cette classe est extrêmement hétérogène. Par exemple, dans le dernier classement de Challenge, la fortune de Bernard Arnault est évaluée à 203 000 millions d'euros, 203 milliards d'euros, 203 000 millions d'euros. Et la 500e du même palmarès, la pauvre famille Roche et Beaubois, de l'ameublement de luxe, à 205 millions d'euros. Donc il y a 860 fois la fortune de la famille Roche et Beaubois dans la fortune de Bernard Arnault. Vous n'avez pas de dispersion comme ça dans le monde des classes moyennes et des classes populaires, de telle sorte que il y a pas de seuil de richesse, voilà. Et donc non, c'est un vrai problème, celui que vous soulevez, et c'est un problème que nous avons en partie résolu, mais que lorsque nous sommes partis à la retraite, nous n'avons jamais fait école. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui travaillent ponctuellement, par exemple comme Alizé Delpierre, sur servir les riches, les domestiques. Il y en a d'autres qui travaillent sur tout en haut des propriétaires des maisons d'édition, des propriétaires de journaux. Enfin, mais l'entièreté de la classe, pour casser la segmentation du social qui empêche de comprendre le social sous forme de guerre de classe, de lutte de classe, et donc de lutte pour l'appropriation des territoires, ça se retrouve, et je suis pas étonnée, peut-être dans les études d'architectes, parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne se reproduise pas. Dans d'autres, pas que ça existe au CNRS et à l'université, et c'est tout à fait normal que dans d'autres écoles d'enseignement, les puissants, les dominants, sont épargnés de l'investigation. Oui. Alors vous voulez dire de projet de projet urbain, voilà. Oui. Ouais. Oui. Oui.
Voilà. Ouais. C'est-à-dire que les dominants sont très peu nombreux par rapport aux dominés, hein, et donc c'est normal qu'il y ait beaucoup plus de projets pour loger et mettre enfin gérer la ville des dominés. Mais par contre, le fait que l'absence au CNRS ait pu être à ce point quasi totale, là ça n'est plus normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour ça que Michel et moi nous nous sommes investis pour donner de la chair et du sang au squelette de la domination, vraiment, de l'exploitation de classe. Parce qu'il y avait vraiment pas grand-chose. Mais par contre, il y avait le travail théorique de Pierre Bourdieu qui a été essentiel. Sans Pierre Bourdieu, il n'y aurait pas eu de pain sans Charlot, ça c'est sûr. Ça dépend qui était derrière cette demande, parce que là, tel que vous le décrivez, ça ressemble étrangement à un processus de gentrification qui passe effectivement par des agences immobilières qui sont, qui cherchent à faire des affaires. Donc, à travers les agences immobilières alors il y a les agences immobilières complètement exclusives pour les beaux quartiers, et puis il y en a d'autres qui travaillent, qui enjambent, disons, ce type de découpage. Donc, je sais pas trop quoi dire, mais de toute façon, dans la grande bourgeoisie, c'est absolument systématique, c'est-à-dire que c'est la destruction. Si par exemple, on regarde, donc vous savez que le Nôtre a créé à partir du Louvre et le jardin des Tuileries ce qu'on appelle l'axe historique, qui part donc du Louvre et qui passe par la Concorde, là, l'Étoile, la Grande Armée, et puis après l'axe historique dans les plans qu'on est allé voir Michel et moi de le Nôtre, ça va jusqu'à la Croix de Noailles en forêt de Saint-Germain, en Laye. Et donc cet axe historique, aujourd'hui, la grande bourgeoisie a décidé de le faire sien et de le réaliser. Et alors vous avez maintenant tous les champs. Alors donc je pars de la Concorde. Je suis sur les Champs-Élysées. Aujourd'hui, les Champs-Élysées deviennent de plus en plus la propriété de Bernard Arnault et de François Pinault dans une concurrence qui est très serrée, mais qui est positive à leurs yeux, puisque finalement ils sont propriétaires de beaucoup d'hôtels, beaucoup d'immeubles, beaucoup de choses sur les Champs-Élysées. Et puis après, donc ils ont même, ça va très loin, parce que chaque beau quartier a un comité de défense de son quartier. Alors il y a le comité de l'avenue Montaigne, le comité des Champs-Élysées, le comité de la place de la Concorde. Enfin voilà, il y a plein de social institués. Dans la grande bourgeoisie, ils coordonnent beaucoup leurs luttes, leurs intérêts, et tout ça, avec plein de social institués, plein d'associations, de cercles, de tas de trucs. C'est incroyable. Et nous, on devrait s'en inspirer. Mais je poursuis quand même ce que je veux dire, c'est que là, aujourd'hui, vous voyez, c'est Marc-Antoine Jamet qui est le président du comité des Champs-Élysées.
Est-ce que vous vous rappelez qui est Marc-Antoine Jamais? Non. Alors, vous n'avez pas vu Merci Patron de François Ruffin? Alors, c'est le directeur, le secrétaire général, pardon, de LVMH. Et donc, c'est lui qui est au comité de défense des Champs-Élysées. Et il a proposé à la maire de Paris, qui a accepté, de concevoir les nouveaux Champs-Élysées dans les intérêts de la LVMHisation de Paris, pour plusieurs millions d'euros, et qu'il n'a pas demandé à être remboursé. Il a fait les propositions d'un nouveau plan d'urbanisme, disons. Et donc ils ont des pouvoirs absolument incroyables, puisqu'ils ont tellement d'argent que du coup ils peuvent tout acheter, tout ce qui relève du commun, tout ce qui relève des décisions publiques. Et donc voilà. Et après cet axe historique, il arrivait à Puteaux, Nanterre, Courbevoie. Et là, alors là, on a fait un livre spécial là-dessus, Michel et moi, ça a été notre deuxième livre. Le premier, c'est Dans les beaux quartiers, et le deuxième, ça s'appelle Quartier bourgeois, quartier d'affaires, où là, on a poursuivi donc sur l'axe historique pour montrer les conditions dans lesquelles a été construit le centre d'affaires de la Défense. Voilà, on a fait vraiment un travail de fourmi pour voir toutes les alliances oligarchiques qui ont abouti à la destruction totale, c'est-à-dire même le cadastre. On a rencontré une fois une femme qui, nous voyant travailler avec nos petits calepins à la Défense, disant voilà, je suis sûre que j'habitais là, j'arrive pas, vous avez l'air de vous y connaître, est-ce que vous pensez que mon adresse est bien là? Et on lui a dit, mais écoutez, ils ont détruit vraiment tout, même le cadastre. Vous ne pourrez pas savoir où était votre maison. Vous savez qu'elle était à peu près là, mais l'endroit exact, ça n'est plus possible. Pareil sur l'île Seguin, c'est quand même incroyable, hein, c'est le Billancourt. Eh bien, il y a plus rien qui demeure de la mémoire ouvrière. Et vous avez la grande musique, des choses, enfin, vous y êtes allés. Maintenant, c'est pour les riches, c'est pour les dominants, c'est pour nous aussi, hein, on peut y aller. Voilà. Pas tant que ça, parce que franchement, on a fait alors là, il y a une promenade sociologique sur la Goutte d'Or, où là, on montre bien que les bobos qui ont profité de prix immobiliers relativement bas dans ce quartier-là, mettaient massivement leurs enfants dans les écoles privées. Il y a un endroit où il y a l'école publique qui est là, près de la cathédrale Saint-Bernard, et juste en face, l'école privée, l'école publique, voilà. Eh bien, quand on fait les sorties d'école, la ségrégation est flagrante. Donc, si vous voulez, c'est vraiment les positions, le placement dans les rapports de classe qui fait que la mixité sociale dans une société capitaliste, disons, ça doit être impossible. Ouais. Ouais.
Voilà. Et puis ça, ce processus-là de ségrégation, cette violence spatiale, ne fera que s'aggraver. Puisque maintenant les inégalités sont tellement énormes entre ceux qui s'accumulent tout en haut de la société et le peu qui reste pour la masse des gens en bas. Franchement, tout s'achète, tout est financiarisé. Et je vous l'ai dit au début, les fonds d'investissement, là vraiment, financiarisent le logement d'une façon très inquiétante. Donc, moi je suis plutôt pessimiste, hein, très pessimiste même. Ça va être de plus en plus ségrégué, de plus en plus racialisé, de plus en plus et avec une montée simultanée de l'extrême droite, de l'autoritarisme généralisé, des atteintes à la démocratie en politique, et tout ça. Donc on a, à partir d'un sujet comme celui que vous avez proposé pour ce soir, je trouve qu'on peut avoir une réflexion beaucoup plus ample sur le moment qu'on vit aujourd'hui. Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Au tout début, on parlait du fait que cette école, finalement, sans financement pour les meubles, pour tout, et finalement, est-ce que vous voyez quand même des zones d'espoir? Oui, alors c'est oui, ça c'est important de le dire. Parce que je fais beaucoup de rencontres dans des endroits très différents, avec des gens très différents, enfin des gens très différents, non, pas tant que ça, hein, c'est plutôt un public militant. Mais très actif, très mobilisé, où il y a plein de choses qui se passent de partout en France. Et sur le plan architectural, par exemple, j'essayais de faire marcher ma tête tout à l'heure avant de venir. J'ai passé 3 jours dans un village entièrement, un écocentre, enfin un village écologique, construit par un architecte Claude Micmacher. Ça, j'ai retenu son nom. Parce que franchement, en Dordogne ou Périgord, je me souviens plus de l'endroit exact, c'est pas la même chose. Bon. Et donc, il a construit des maisons pour les habitants. C'est des maisons en terre, enfin en pisé. Enfin, il m'a expliqué tous les procédés architecturaux. Maintenant, il est âgé, mais il y a plein de gens qui prennent le relais. Et puis, il y a des équipements collectifs qui sont tous écologiques. Enfin, voilà. Donc, moi, ça m'a vraiment impressionné parce qu'au total, ça fait du monde qui est concerné par cette petite expérience. Mais je sais que tout autour, en Dordogne, il y a beaucoup de choses, de phalanstères qui se créent comme ça pour partager des projets écologiques, par exemple. Je ne sais pas quoi vous dire. Toutes les initiatives de désobéissance civile. Là, j'étais à Alternativa dimanche. J'ai passé ma journée à Nantes pour lancer ils ont lancé le Tour de France. Ils partent pour 4 mois. Jusqu'à Marseille, ils sont partis de Nantes, donc dimanche, et ils seront à Marseille en octobre pour traverser des territoires avec des bicyclettes et sensibiliser les populations au dérèglement climatique. Donc voilà, et ça, on n'en entend pas parler à la télévision ni à France Culture, enfin, je pense pas. Je peux me tromper. Mais il y a beaucoup. Et alors, le seul problème, c'est que je trouve qu'on devrait s'inspirer, si c'est possible, parce que c'est difficile, on est très nombreux, mais on devrait s'inspirer quand même un peu de la méthode dans la grande bourgeoisie, dans la classe dominante. Parce que donc, eux, c'est une classe sociale, une orchestration sans chef d'orchestre, disait Pierre Bourdieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, c'est chacun qui est membre de cette classe, qui est coopté dans ces clubs du Gotha, qui doit en défendre les intérêts là où il est. S'il est dans l'architecture, il défend dans l'architecture, voilà, chacun. Et ensuite, il y a des instances de coordination
qui coordonne les luttes. Alors je donne un exemple, j'ai parlé tout à l'heure du bois de Boulogne. Le bois de Boulogne, pour défendre les concessions, pour défendre tous les avantages qu'ils ont avec ce bois qu'ils estiment être leur parc, eh bien, il y a 20 associations de défense du bois de Boulogne qui ont interdit, par exemple, un centre d'hébergement d'urgence pour sans-abri, qui se battent contre des HLM qui peuvent être construits à proximité du bois, et ça, c'est pas possible. Voilà. Et il y en a une 21e qui s'appelle l'Association de coordination des associations de défense du bois de Boulogne. Et voilà. Et ça a l'air bête, mais qu'est-ce que c'est efficace. Et tout fonctionne. Chez eux, tout fonctionne comme ça. Et donc, nous, voilà, souvent on est... Par exemple, quand je me déplace, je suis reçu par quelqu'un qui est chargé de me transporter, voilà. Et puis, je travaille avec une association, puis après je travaille avec un parti politique, je travaille avec un syndicat, tout ça dans la région, par exemple, de Marseille. Mais à part ce type qui va me transporter, il n'y a pas de coordination. Vous voyez, chacun fait ses trucs sans à ce que ce soit capitalisé de manière collective. Et ça, je pense qu'on est en train de le faire et qu'il faut le faire parce que ce que j'expliquais à Mathilde tout à l'heure, c'est que comme on n'a pas... eux, ils sont armés, je veux dire, ils ont tous les titres de propriété. Certes, on est les plus nombreux, certes, c'est nous qui faisons fonctionner l'économie réelle, mais ils ont quand même tous les pouvoirs et aujourd'hui le capitalisme est mondialisé et franchement on est à la peine. Enfin franchement et donc il faut savoir critiquer la critique du capitalisme. On n'est pas à la hauteur. Honnêtement, on n'est pas à la hauteur et donc je pense que c'est lourd, mais le fait de capitaliser, le fait de coordonner toutes les luttes que nous menons, en cessant de nous diviser, parce que franchement, à l'heure du dérèglement climatique, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. La planète brûle, il faut qu'on soit digne de ce rendez-vous historique. Et donc, en ayant ce principe d'une perspective post-capitaliste à cause du dérèglement climatique, eh bien, nous pouvons évider l'État. L'État, aujourd'hui, l'État des riches. Hein, l'État, avec Emmanuel Macron, c'est un État au service des ultra-riches. Évider, vous voyez, pas frontalement, mais en coordonnant comme ça toutes nos luttes, en faisant plein de choses à bicyclette, comme les gars d'Alternativa, c'était juste trop bien de les voir partir avec leurs petits drapeaux et tout ça. Je les enviais, moi je me disais, j'aimerais trop être à leur place. Plein de choses comme ça. Et c'est une instance, ce qu'ils font, c'est une instance de coordination, parce qu'ils vont coordonner la lutte écologique, tous les mouvements aussi de désobéissance civile non violente dont ils sont à l'origine, dans des territoires dispersés qui ne communiquent pas forcément. Et donc, avoir ce souci-là du non à la division, on ne sera jamais tous d'accord, on est bien trop nombreux. Donc, respectons-nous les uns les autres à partir du moment où il y a une posture, une perspective post-capitaliste qu'il faut bien envisager parce que sinon, de toute façon, ça n'ira pas du tout. Ça va déjà pas du tout. Donc, c'est déjà trop tard. Et donc, vous voyez ce principe, ça c'est un espoir. La notion d'évidement de l'état des riches. En gros. Comme ce que tu as dit sur le fonctionnement de cette école, comme vous faites, c'est exactement ça. Vous arrivez à vivre et à travailler et à étudier et à ce que ça marche en bricolant. Mais en bricolant de manière solidaire, intelligente et collective. Sans vous taper sur la gueule chacun parce que vous voudriez être tous le meilleur architecte de la planète. Et c'est pas l'heure pour moi? D'accord. Parce que 8 heures, c'est 8 heures. Non, c'est parce que je pars demain matin à Mulhouse et il faut que je me repose. Alors. Est-ce que vous avez eu justement l'entretien ou les questions que vous posiez à
herbivores, justement leur parler de ces questions de climat et de leur, même de plein d'autres questions de société, d'avoir leurs avis dessus. Est-ce qu'ils sont complètement, est-ce qu'ils sont conscients mais ils s'en foutent, ou est-ce que justement ils sont dans le déni, ou est-ce que vous avez eu des réponses par rapport à leur considération de... C'est-à-dire qu'ils sont, au fond, on peut dire qu'ils sont comme nous. C'est-à-dire, est-ce que vous, quand vous vous levez le matin, vous pensez à tous les gens qui meurent de faim chaque jour sur la planète? Aussi, vous êtes honnête? Non. Vous pensez à l'école de la Villette, et vous pensez à la belle soirée que vous allez passer avec Monique Pinson-Charlot. Et puis vous pensez à vos camarades de classe, vous pensez à votre famille, enfin voilà, vous pensez à votre vie, vous pensez au petit costume bleu que vous allez vous acheter, ou la chemise, etc. Eh bien, eux, c'est pareil, si vous voulez. Le système, c'est vraiment pour ça que la posture anticapitaliste est vraiment la bonne posture, parce que c'est un système qui nous nourrit, nous aussi, et qui fait qu'on se soumet, on se révolte pas comme on devrait se révolter face à la gravité de ce qui advient à la planète, à cause du système capitaliste, et seulement à cause du système capitaliste. C'est-à-dire que si il y a plus de système qui accorde le droit au titre de propriété, le droit à la prédation de toutes les formes du vivant, que ce soit les êtres humains, les animaux et les végétaux, eh bien, ça ira déjà beaucoup, beaucoup mieux. C'est énorme. Et puis, évidemment, sans compensation, hein, ça. Ben voilà. Donc, oui, c'est dantesque ce qui nous attend, mais franchement, je trouve qu'on n'a pas le choix. Et donc, eux, non, enfin, je veux dire, ils font ce qu'ils font à leur place, quoi. Ils font ce que nous on fait nous aussi à notre place. C'est le système capitaliste qu'il faut. On a bien aboli l'esclavage, on a aboli le colonialisme, plus ou moins. Et là, c'est un rendez-vous historique avec le chaos climatique. C'est un capitalocène, ça n'est pas un anthropocène. Donc, il ne faut pas se tromper de colère, et il faut se méfier des milliardaires. C'était parce que ce premier livre ne touchait pas à la relation capital-travail, à l'exploitation, c'était la domination dans l'espace, et au fond, entre les beaux quartiers, puisque ça s'appelle Dans les beaux quartiers, et ce que nous disions, ce que nous pouvions dire de leur entre-soi, à cette époque-là, était parfaitement recevable. Ce livre-là, par exemple, est parfaitement recevable. C'est un livre qui va aider à comprendre la profondeur philosophique, existentielle, géographique, historique, puisqu'il y a toute l'histoire des dynasties familiales, toute l'histoire de ce rapport de classe à la chasse à courre qui revient 6 mois par an, 2 fois par semaine dans toutes les forêts de France, un rapport social, de rapport à la nature, de rapport aux animaux et de rapport à la société, avec des tenues inchangées depuis le Moyen-Âge, depuis l'Ancien Régime. Je veux dire, c'est la transmission d'un rapport de classe à nous. C'est comme ça qu'on a travaillé sur la chasse à courre. Et donc tout ça, ils sont très solidaires entre eux, ils s'habillent tous pareil, ils regardent tous dans la même direction.
avec le même objectif. Et ils vont rien dire, ben oui, mais pour nous, c'est important de savoir vraiment comment ils sont forts, comment ils sont solidaires, comment on pensait rencontrer. Alors, ce sera ma dernière phrase. J'avais pensé terminer avec les milliardaires, mais vous m'avez fait rebondir là-dessus. Comment, et si j'ai perdu mon idée. Alors, c'était quoi? Oui. Ah oui, alors donc, oui, on a, voilà, c'est parce que si vous voulez, au fond, ce qui leur a plu, c'est le fait qu'on ait tricoté la théorie de l'exploitation de Marx avec la théorie de la domination de Bourdieu, qui est quand même un système théorique extrêmement puissant pour comprendre les rapports de domination. La violence symbolique, c'est vraiment essentiel pour comprendre comment le système capitaliste arrive à se reproduire avec toujours plus de prédation et toujours plus d'inégalités, de violence, de classe. Oh, c'est affreux quand je suis fatiguée, alors j'arrive même plus à... Et oui, alors si, ça y est, heureusement que je suis là pour moi, pour me sauver toute seule. Personne qui vient m'aider pour dire qu'on pensait trouver le communisme dans la classe ouvrière, chez les plus démunis, au Parti communiste, enfin vous voyez. Et puis qu'en réalité, on a découvert un communisme de luxe et de pouvoir, mais un vrai communisme quand même, en tout cas c'est bien ça, qui dans cette petite caste dominante. Et ce paradoxe, je trouve que même s'il est décourageant, même s'il est désespérant, le simple fait de... c'est le livre de Luc Boltanski et Ève Capello qui nous a beaucoup influencé, Michel et moi, dans le nouvel esprit du capitalisme, où il montre que c'est pas la crise du capitalisme qui les préoccupe, mais que c'est la crise de la critique du capitalisme. Vous voyez ? Et donc c'est important, même si c'est désespérant ce que je vous dis, c'est important de le savoir et du coup de prendre les dispositions de solidarité et de conscience que nous sommes les plus forts et que eux, et ça sera ma conclusion, ce sont des géants aux pieds d'argile.